19 ans de brouille, premier rapprochement entre Monseigneur Lefebvre, chef de file des intégristes catholiques, et le Vatican. L'interdiction des associations de mères porteuses qui accouchent pour les couples stériles ne va-t-elle pas engendrer une forme de marché noir? Madame Barzac, le ministre de la Santé, s'explique et répond aux critiques des médecins. UNESCO, les conciliabules sont enfin terminés. Au terme de 5 jours de scrutin, c'est un Espagnol, M. Mayor, qui remplace le Sénégalais, M. Mbo. Supplémentaire de détention pour Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et Roger Hawke. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. La grande actualité se fait avec les ténors, sous les lambris dorés, avec des acteurs dans les rues ou sur les champs de bataille. Elle se fait également avec tous ceux qui subissent, ces figurants muets qui se contentent de constituer le décor ou de passer dans le champ des caméras. C'est d'eux dont je voudrais vous parler ce soir. En ce moment, des milliers de Polonais qui ne croient plus en l'avenir de leur pays fuient vers l'Autriche, l'Allemagne fédérale. Mais ces deux pays estiment avoir atteint leur quota de réfugiés. Alors ils cherchent une autre destination. Et c'est actuellement l'Italie, où ils arrivent le plus souvent avec un visa de touriste, attirés par la réputation d'hospitalité des Italiens. Un pays où vit un pape polonais, comme eux, et surtout, ils savent là-bas que le travail noir est une véritable institution nationale. Mais, devant l'afflux de ces réfugiés, même ce paradis, entre guillemets, ne répond plus à leurs espoirs. Rome, Marcel Tria. Embauche furtive, au petit jour, dans une rue de Latina, une petite ville au sud de Rome. Il est 6 heures. Les employeurs, des paysans des environs qui ont besoin de bras pour la cueillette des fruits et des légumes ou pour les vendanges. Chaque matin, autour du centre d'accueil des réfugiés de Latina, ils n'ont que l'embarras du choix. Plus de 800 Polonais s'entassent ici. Ils ont dépensé l'équivalent d'1 an de salaire pour venir en Italie avec un visa de touriste. Nourris et logés dans le centre, ils sont à l'affût des petits boulots, au jour le jour, pour gagner un peu d'argent liquide. Pour les petits patrons d'un jour, c'est une aubaine. Des travailleurs robustes, payés moitié prix, 150 à 200 francs la journée, et non déclarés. Un arrangement qui convient à tout le monde et sur lequel les autorités ferment les yeux, pudiquement. L'homme à la fourgonnette verte en a embarqué 4 aujourd'hui, pour une longue journée de travail dans ses champs. Une demi-heure plus tard, dans la cour de sa ferme, il découvre tout à coup que nous l'avons suivi. Capo, Chef, una cosa. dites-moi une chose. Senta una cosa. Ma come si trova con questo? Comment ça se passe avec ces Polonais? Moi, j'ai pas de Polonais. Je travaille ici. Des Polonais, j'en ai pas. Pas de Polonais. Non ho capito. Il n'y a pas de Polonais ici. E quelli che si Mais ceux que vous avez amenés, non, c'est des amis à moi, c'est pas des Polonais. Ils sont aujourd'hui environ 12 000 en Italie. Les autorités, complètement débordées, ont passé des accords avec des restaurants et des hôtels pour les héberger. Il en coûte 3 à 4 000 francs par mois et par réfugié. Celui-ci n'est pas encore casé, il a dormi dans sa voiture. Pour eux, l'Italie n'est qu'une gare de transit en attendant que s'ouvrent les portes de l'Eldorado aux USA, au Canada, en Australie ou en Afrique du Sud. Durée d'attente moyenne, 1 à 2 ans. Parmi eux, peu de véritables réfugiés politiques, plutôt des hommes et des femmes démoralisés par l'absence de perspective et les petits salaires dans la Pologne du général Jaruzelski. Les derniers arrivés se sont installés en plein centre de Rome, sur un square. Un seul point d'eau pour 300 personnes, des sanitaires de fortune. Ils sont ingénieurs, professeurs, techniciens. En Pologne, il y a trop de diplômés et on ne fait rien pour les retenir. La plupart préfèrent tout de même tourner le dos à notre caméra, à tout hasard. Nous voulons créer notre vie avec notre famille, avec notre enfant, dans le mode normal. C'est possible, pas comme vous pouvez prendre les 2 autobus polonais qui sont arrivés. Ceux-là sont encore des touristes. Bien à l'abri dans leur pullman, ils observent leurs compatriotes embourbés sur les chemins de l'exil. De quoi réfléchir un peu avant de se laisser séduire à leur tour par le chant des sirènes.
On ne peut pas encore parler de normalisation, mais déjà d'armistice ou de premier rapprochement entre Monseigneur Lefebvre, le chef de file des intégristes catholiques, et les autorités du Vatican. En effet, le premier accord signé hier prévoit de légaliser les prêtres ordonnés par Monseigneur Lefebvre, ainsi que les séminaires qu'il a mis en place. En contrepartie, il devra accepter le contrôle d'un émissaire officiel de Jean-Paul II. Il y avait 19 ans maintenant que Monseigneur Lefebvre était entré en dissidence avec Rome, et à plusieurs reprises on avait frôlé le schisme, c'est-à-dire l'exclusion pure et simple. Patrice Velay. Monseigneur Lefebvre en visite au Vatican, le dialogue renoué entre Rome et les intégristes français. Pendant près de 20 ans, des rapports difficiles entre les deux communautés, surtout depuis l'ordination illégale de prêtres intégristes en 1977. Hier au Vatican, premier contact avec le cardinal Ratzinger, première discussion secrète. Seule certitude, un cardinal apostolique sera nommé. Sa mission, aller à la rencontre des traditionalistes français. Le cardinal visiteur nommé est enfin selon le désir de Monseigneur, c'est-à-dire qu'il est un visiteur chargé de régler les questions et non pas quelqu'un qui va régenter, qui va nous enlever notre spécificité, notre fidélité à la tradition. Donc il y a de bons espoirs. Le Vatican envisagerait des ouvertures vers les traditionalistes, mais rien n'est fait pour l'instant. L'épiscopat français, de son côté, accueille la nouvelle avec une grande prudence. Je crois qu'il faut d'abord se réjouir que ce dialogue soit renoué, puisqu'en effet c'est très important. Ensuite, il s'agit de bien distinguer quel est l'ordre des questions. Il y a des questions sur lesquelles il semble facile de parvenir à un accord, qu'il s'agisse de la régularisation de la situation des séminaristes d'Écône, par exemple, de leur statut, qu'il s'agisse de la célébration de la messe selon le rite de Saint-Pie Saint. Là, ce sont des questions sur lesquelles on doit parvenir à un accord. En revanche, il y a des questions de fond qui concernent le Concile. Quand on est face à l'Évangile, on n'arrache pas les pages avec lesquelles on n'est pas d'accord. Eh bien, quand il s'agit du Concile, on ne peut pas prendre dans le Concile ce qui nous convient et rejeter ce qui ne nous convient pas. Monseigneur Lefebvre a toujours refusé de se soumettre aux directives de Vatican II. Impossible de dire s'il changera d'avis, mais son âge, 82 ans, et les problèmes de succession qui se posent l'incitent peut-être aujourd'hui à se rapprocher de Rome. Encore une affaire bien embrouillée. 16 jours de conciliabule, de discussion de couloir, 5 tours de scrutin pour enfin élire, la nuit dernière, un Espagnol, M. Mayor, à la direction de l'UNESCO, à la place du Sénégalais, M. Mbo. Décision qui doit encore être ratifiée par l'Assemblée générale de l'UNESCO. Cela traduit bien les luttes d'influence au sein de cette organisation internationale qui, il n'est pas inutile de le rappeler aujourd'hui, est à l'origine destinée à développer la culture, l'éducation et les sciences dans le monde. Jean-Marc Ilouz. Alphabétisation, défense du patrimoine, prévention des catastrophes naturelles, 3 exemples de missions traditionnelles de l'Organisation des Nations Unies pour la science, l'éducation et la culture, l'UNESCO. 158 pays membres, un siège installé à Paris, mais surtout un fauteuil de directeur général devenu un enjeu d'influence politique à l'échelle de la planète. Opposition idéologique, querelle de clochers ou bataille de procédure, il aura fallu à l'exécutif de l'UNESCO 11 jours de débat, 5 tours de scrutin et 12 heures de négociations marathon pour persuader son irréductible directeur général, le Sénégalais Mamadou Matar Mbo, de renoncer à un 3e mandat et désigner l'Espagnol Federico Mayor, un biochimiste de renom. Accusé par ses adversaires d'autoritarisme, de mauvaise gestion et de parti pris politique, M. Mbo était soutenu par l'Afrique, certains pays arabes et, seul de tous les Occidentaux, par la France. Soutenu par l'Amérique latine, puis par les Occidentaux, Federico Mayor devait au fil des scrutins être rejoint par les Asiatiques, aux surprises par les pays de l'Est qui traditionnellement soutiennent M. Mbo, et in extremis par la France qui louvoyait entre amitié africaine et solidarité européenne. Un nouveau mandat de M. Mbo aurait rendu impossible un retour des États-Unis à l'UNESCO, probable le départ du Japon, et donc quasi certaine l'asphyxie financière de l'organisation. Mais tout n'est pas complètement joué. M. Federico Mayor ne sera vraiment élu directeur général qu'en novembre prochain, s'il obtient par vote la majorité simple des 158 pays membres de l'UNESCO. Madame Michèle Barzac, ministre de la Santé, est ce soir notre invitée pour essayer d'aller un peu plus loin sur un sujet dont nous vous parlions hier soir. Les mères porteuses, ces femmes qui, moyennant finance, accouchent pour le compte d'un couple stérile.
Madame Barzac a demandé l'interdiction des associations de mères porteuses car, dit-elle, le commerce des enfants est inadmissible. Ce à quoi un médecin responsable d'une de ces associations lui répond, et je lui pose en même temps la question, l'évolution des mœurs fait que ces pratiques risquent malgré tout de continuer, mais cette fois-ci au noir et sans surveillance médicale, madame. Écoutez, je voudrais d'abord replacer le problème. Aujourd'hui, je pense qu'il y a à peu près 60 mères porteuses. Donc c'est quand même un problème qui n'est pas encore un problème de société comme monsieur le responsable des associations semble le dire. Par contre, il est une tradition, je dirais, éthique et qui a été largement partagée par le Conseil national d'éthique qui s'est prononcé contre les mères porteuses, le Conseil national de l'Europe aussi. C'est une tradition éthique et il est une loi qui effectivement interdit que le corps fût loué, acheté ou vendu. Et ça c'est le code pénal. Et le code civil interdit des conventions sur des objets qui ne sont pas dans le commerce. Et heureusement, l'enfant ne représente pas cela. Alors à partir de là, je veux bien qu'on tienne les raisonnements que ce monsieur tient, mais il faut savoir qu'il est tout à fait aujourd'hui intéressant pour les associations intermédiaires de faire ce travail-là, car elles ne le font pas de façon gratuite. Donc il y a véritablement commerce d'enfants. Ceci est complètement choquant et nous avons souhaité que la loi soit appliquée et surtout que le commerce d'enfants ne se développe pas. Et je vous dirais c'est d'autant plus important que c'est déjà choquant sur ce sujet, mais que si nous laissons cette brèche et que si nous la laissons ouvrir, un autre problème se posera rapidement qui est celui des transplantations d'organes, qui lui se développera beaucoup plus que le problème des mères porteuses et qui laissera penser qu'on peut faire commerce d'une partie de son corps. Et ça n'est pas admissible. Alors, deux questions très simples qui découlent. D'abord, précisez-nous, combien touche en moyenne une de ces mères porteuses et quelle est la part qui ne va pas à la mère porteuse, mais à l'association dont vous parliez tout à l'heure? Tel que le dossier aujourd'hui est connu, 25 000 francs sont donnés à la mère porteuse, entre 25 et 50 000 francs. Et par ailleurs, il y a quelque chose qui est payé directement à l'association, qui, à ma connaissance, il y a un an, était de l'ordre de 7 500 francs. Et il y a à peu près entre 23 et 25 000 francs qui alimentent l'ensemble des activités médicales qui sont aux côtés, qui sous-tendent ces associations. Donc vous voyez que ce n'est pas un geste qui est complètement simplement de courtage et de faciliter une situation qui est un imbroglio. Philanthropique. Alors que répondez-vous malgré tout à ces couples qui espéraient dans ces mères porteuses? Quelle solution leur proposez-vous? Est-ce que ce n'est pas finalement une simplification par exemple de la loi sur l'adoption en France qui arrangerait bien des choses, encore que ce ne soit pas exactement ce que désirent ces couples? Écoutez, je crois qu'il faut bien être clair, c'est pas du tout un problème d'adoption au sens littéral, car il y a dans les mères porteuses le désir du couple que au moins l'un des deux ait participé à la conception. Et par conséquent, ça n'a plus, puisque c'est une insémination artificielle la plupart du temps, donc ça n'a plus rien à voir avec l'idée de l'adoption d'un enfant qui est complètement étranger au couple. Alors, c'est vrai que les procréations médicalement assistées évoluent, se développent. Il y a à peu près aujourd'hui 6 000 femmes qui ont recours aux procréations médicalement assistées, mais les mères porteuses, c'est tout à fait marginal dans ce phénomène-là, et nous n'avons pas l'intention de le laisser se développer. C'est donc terminé, l'interdiction va donc être prononcée. L'interdiction est déjà, le garde des Sceaux, à ma demande, a saisi le parquet qui saisira les tribunaux judiciaires pour dissoudre les associations intermédiaires. Merci madame. Le président de la République, M. François Mitterrand, entame demain un voyage officiel en Allemagne fédérale. Au centre des discussions abordées pendant ce séjour, les nouvelles données de la défense européenne après l'accord de désengagement nucléaire entre Américains et Soviétiques en Europe. Et dans une interview à la télévision ouest-allemande, le président dit clairement que le destin de l'Europe sera de décider elle-même de ce qui touche à ses intérêts. Français et Allemands sont donc désormais, si l'on peut dire, condamnés à s'entendre et à imaginer des solutions pour assurer leur défense. Bonne, Philippe Rochaud. Die ersten Ergebnisse, die wir gewonnen haben, sind sehr wertvoll für uns. Les résultats de notre coopération militaire avec la France sont très précieux. Voilà comment le chef du 2e corps d'armée résume aujourd'hui les rapports franco-allemands en matière de défense. Les dernières manœuvres de Bavière, qui ont engagé 75 000 soldats des deux pays, ont été un test pour la formation de la future brigade franco-allemande, qui serait composée de quelques 4 000 hommes,
et dont la mission sera d'aider l'armée française à s'engager au-delà du Rhin. À l'heure du retrait des missiles nucléaires à moyenne portée, l'objectif est aujourd'hui de renforcer la défense conventionnelle de l'Europe pour compenser sa faiblesse par rapport aux forces du pacte de Varsovie. C'est à cela que travaille la Commission franco-allemande de sécurité. C'est à cette idée de défense commune que travaille le ministre de la Défense, Manfred Wörner, devant les officiers de la Bundeswehr. Mais aujourd'hui, l'objectif est d'élargir la défense commune franco-allemande aux autres pays d'Europe et de créer le fameux Conseil de défense européen. La coopération franco-allemande n'est pas une exclusivité. C'est le noyau et le moteur d'une coopération européenne. Ça n'est pas un axe qui exclut les autres pays d'Europe, mais c'est un point de cristallisation fait pour attirer les autres. Aujourd'hui, les Américains vont retirer leurs 108 missiles nucléaires Pershing II stationnés en Allemagne fédérale et qui pouvaient toucher le territoire soviétique. Seuls resteront des deux côtés des missiles nucléaires à courte portée qui ne pourront frapper que dans les deux Allemagnes. L'Allemagne fédérale pourrait-elle alors se rapprocher d'un parapluie nucléaire français remanié? C'est toute la défense nucléaire européenne qui devra être repensée. Mais pour l'heure, les Américains entendent garder l'Allemagne sous leur protection nucléaire. George Bush, le vice-président américain, est ainsi venu rappeler au chancelier Kohl que les États-Unis n'abandonneraient pas leurs alliés de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. En France, un gendarme et un douanier français tués cet après-midi au poste frontière franco-suisse de Viry, près d'Annemasse, en Haute-Savoie. Les coups de feu ont été tirés de deux voitures qui tentaient de forcer le péage de l'autoroute. Une des deux voitures a été retrouvée vide. Des barrages ont été établis pour essayer de capturer les tueurs. Je pense que nous aurons d'autres informations dans notre dernier journal. La politique française maintenant, les phrases du week-end. Charles Millon, Jacques Lang, Michel Noir. Et d'abord, après le dîner en tête-à-tête hier soir entre le Premier ministre, M. Chirac, et son ministre de la Culture, M. Léotard, M. Charles Millon, député UDF et bras droit de M. Raymond Barre, n'est pas inquiet. Il est certain de l'appui de Philippe Léotard au candidat Raymond Barre. Celui qui gagnera la campagne électorale de 88 sera celui qui n'aura pas une campagne du type tornade, qui arrache les arbres et qui dévaste les champs, mais une personne qui aura une campagne du type pluie fine, c'est-à-dire où le terrain est absorbé et où en fait la récolte monte. Et c'est la raison pour laquelle je suis tout à fait optimiste sur les chances de M. Barre. Je crois que lorsque deux idéologies sont proches, sur certains domaines, l'idéologie du RPR et celle de M. Le Pen, en effet, on peut comprendre qu'il y ait rivalité, concurrence, compétition entre ces deux partis pour essayer d'obtenir le maximum d'électeurs sur la même ligne politique. Il serait encore malsain que tout tourne autour de l'attitude et du comportement de Jean-Marie Le Pen. Je pense et je souhaite que la vie politique française ne doit pas tout de même se focaliser exclusivement sur ce sujet. Ce serait tout à fait dommage et je répète, ce serait la meilleure manière, si je puis dire, de se suicider pour la majorité et d'offrir sur un plateau une victoire de la gauche aux prochaines présidentielles. Et puis encore M. Laurent Fabius qui a plutôt l'impression que François Mitterrand va se représenter l'année prochaine. C'est ce qu'il dit aujourd'hui au journal du dimanche. Quant à Jean-Pierre Stirbois, le numéro 2 du Front National, lui il est certain que son président, Jean-Marie Le Pen, obtiendra les 500 signatures nécessaires au dépôt de sa candidature officielle à l'élection présidentielle. Et puis encore l'affaire Chaumet, le ministre de la Justice mis en cause dans l'affaire des bijoutiers de la place Vendôme en faillite, attaque en justice pour propos diffamatoires l'ancien ministre socialiste, Mme Édith Cresson, qui avait affirmé que des pièces importantes du dossier avaient été refusées aux défenseurs des plaignants et des créanciers. Au Sri Lanka, l'heure est au combat et il n'est plus question de négociation ou de trêve. L'ancienne force d'interposition indienne, dont la mission initiale, il faut le rappeler, était d'essayer de ramener la paix, fait la guerre totale aujourd'hui contre les séparatistes tamouls retranchés dans la place forte de Jaffna, une presqu'île au nord de l'île. Un territoire interdit aux journalistes. Patricia Coste. L'avion, unique moyen pour voir actuellement la péninsule de Jaffna. La place centrale totalement déserte. Quelques appareils cloués au sol sur l'aéroport. Un silence
de morts. Sans doute plus de 600 victimes déjà en moins de 8 jours. Les combats autour de Jaffna, tout en haut sur cette carte, sont intermittents. Mais cela n'enlève rien à leur violence. L'armée indienne, plus de 6000 hommes, elle reçoit sans cesse des renforts, progresse très lentement. Son ennemi numéro 1, les mines. Un officier de l'armée indienne explique ici que les tigres, les guerrieros tamouls, placent des mines partout, sur les routes, dans chaque construction, mines classiques, télécommandées ou dissimulées dans des objets divers. Mais la détermination indienne reste totale. Les troupes ce matin ne seraient plus qu'à 500 mètres du centre de Jaffna. La tactique des tigres tamouls est de demander la paix chaque fois qu'ils sont en position de faiblesse. Ils ont fait à nouveau des propositions récemment aux Indiens, mais ceux-ci exigent aujourd'hui une reddition totale et sans condition. Les tigres viennent de répondre qu'ils se battraient jusqu'au dernier. Que va-t-il se passer demain à la bourse américaine de Wall Street? La chute du dollar va-t-elle continuer avec ses conséquences dans le monde? Eh bien, d'après notre correspondant à New York, Paul Nahon, le secrétaire d'État américain au Trésor, James Baker, affirme que les États-Unis pourraient encore laisser glisser le dollar à la baisse. 2 navires chargés de rejeter en mer du Nord des déchets chimiques, un bâtiment ouest-allemand et un autre américain, ont bien du mal à opérer. Harcelés par les écologistes de Greenpeace, tout d'abord, suppléés maintenant par des pêcheurs danois et hollandais. Claude Crespo. Régate en mer du Nord, nenni. Chasse aux déchets contenus dans les soutes du Vesta, un navire incinérateur ouest-allemand. Depuis hier, le Vesta a commencé à incinérer sa cargaison toxique et à la déverser dans l'écume de la mer du Nord. Qui plus est, malgré la visite de pêcheurs danois et de militants de Greenpeace, le commandant s'est refusé à arrêter toute opération et a même précisé que l'incinération continuerait pendant 5 jours. Et hier toujours, le Sirius, le navire de Greenpeace, a rejoint la flottille des Danois. Car un deuxième navire incinérateur américain, le Vulcanus II, s'apprête à déverser, lui, 3000 tonnes de déchets. Le Vulcanus II est le plus important bâtiment incinérateur du monde et les militants écologistes avaient réussi à l'empêcher d'aborder Rotterdam il y a 2 jours. Que pourront-ils faire maintenant? Réponse dans les heures qui viennent, mais une chose est sûre, Greenpeace et les Danois ne veulent plus d'une mer du Nord poubelle qui reçoit chaque année 100 000 tonnes de déchets chimiques. Un reportage pour les amoureux de la voiture. C'est dire que ce sujet n'est pas un sujet marginal en France. Le salon Equipauto se tient actuellement à Villepinte, en région parisienne. Et il y avait foule aujourd'hui pour y découvrir les dernières nouveautés en matière de gadgets, auto et moto aussi. Noël Alexandre. Première mondiale, un stand de lavage automatique pour moto. Bichonnée la chérie. Ici, on respecte sa mécanique fragile. Lavage basse pression à froid, mousse détergente biodégradable, touche finale, application de cire, puis séchage. La voiture, une mère poule. Aux États-Unis, cette ceinture équipe déjà la Renault 21. Peur de vous perdre? Carmina, projet franco-hollandais, vous guide pas à pas. Programmation, suivi du trajet sur moniteur couleur, tout est prévu. Prenez le tunnel. Une voix suave vous prend en charge. Bercé, materné, on vous accompagne à bon port. Aurez-vous encore le courage d'affronter l'extérieur? Entrée du parking à droite. Un conseil, n'oubliez pas le parc-mètre. Equipauto fournit aussi la fourrière. Eh oui. Et voici le moment venu du Pabio du dimanche. Lui aussi s'est intéressé à un salon, celui des animaux domestiques, ouvert jusqu'à demain soir au Parc Floral de Vincennes, près de Paris. Intéressé à sa manière, bien entendu, à ce sujet d'intérêt national, puisque la France est le pays d'Europe qui, vous le savez peut-être, héberge le plus grand nombre d'animaux domestiques, chiens et chats particulièrement. Je crois qu'il faut bien se rendre à l'évidence, le dossier presse du Salon international des animaux de compagnie a failli connaître le même sort que l'an dernier, la corbeille à papier. Ce n'est pas qu'il soit sans intérêt, ce salon, oh que non, 40 000 visiteurs en 86 et le double prévu cette année. Mais que voulez-vous, on ne saurait parler de tout. Cette fois, Telonius, qui prenait sa douche non loin de là, comme chaque matin à la même heure, a vivement insisté, c'est un chartreux très sensible. D'accord, le sort des poissons rouges dans une actualité très chargée, m'a-t-il dit, pèse moins lourd sur la balance que celui des chômeurs ou des accidentés de la route. Il n'empêche que si tu n'as pas de cœur pour nous, pense au moins à tous les humains que nous faisons vivre. Mets-toi une seconde à leur place. Chiche. Et c'est vrai,
qu'à travers le regard des professionnels, on voit tout autrement. Dans un métier pareil, que voulez-vous que je puisse dire de ma journée en rentrant chez moi le soir? La qualité du travail, limitée. Les cadences, l'amélioration du produit ou de l'image de marque, dure. À présent, je me sens moins bête grâce au SIAC. Je peux dire en effet qu'il y a dans notre beau pays plus de 6 millions de chats, bientôt 9 millions d'oiseaux, presque autant de poissons, moitié moins de petits mammifères, et, champion toute catégorie des animaux de compagnie, 9 millions de chiens. Soit, à raison de 2 sorties par jour quand le maître est compréhensif, 18 millions de raisons pour moi de faire le trottoir. Et puis, ça m'est important de mettre enfin un visage sur mes fournisseurs trop souvent, hélas, anonymes. À présent, chacun des souvenirs qu'il me laisse aura une signature. J'aborderai mon travail sous un angle plus intimiste, plus personnalisé. Telenews est content de savoir tout ça, certes, mais il est resté de marbre devant le fait que 20 milliards soient dépensés chaque année par les Français en nourriture animale. Par contre, nous nous inquiétons de la concurrence égoïste des ramasseurs indépendants dont la démonstration de la redoutable efficacité tient compte ici du fait que vous êtes peut-être encore à table. Enfin, 9 millions de fournisseurs, voilà un chiffre qui a tout lieu de me rassurer. Ce n'est pas demain, en effet, que mes amis quadrupèdes me laisseront tomber. Le sport maintenant, la tempête qui s'est calmée sur les côtes de l'Atlantique et de la Manche a permis à la course La Baule-Dakar de partir à l'heure prévue, aujourd'hui. Jean Mamère. Le rendez-vous avec le vent a bien été pris. 20 nœuds au moment du départ pour les 13 bateaux engagés. Mais surtout, un départ canon pour Elf Aquitaine de Jean Morel et Jean-Luc Lénias, vainqueurs du prologue en baie de la Baule. Les benjamins de l'épreuve sont largement en tête après 5 heures. Premiers ennuis pour Charente-Maritime, le bateau de Jean-François Fontaine. Il accroche une bouée, pas de casse, mais beaucoup de temps perdu. Le temps de se décrocher, les Charentais ont perdu 6 places. Le concurrent polonais sur Ville-Audrin fait demi-tour pour changer les lattes de sa grand voile cassée. Beaucoup plus grave par contre les ennuis de l'un des grands favoris Jet Service de Daniel Gillard. En pleine vitesse, le bateau heurte un tronc d'arbre, dérive abîmé. Gillard préfère continuer et réparer à la couronne. Dans cette mer formée, les trimarans vont avoir un beau rôle à jouer. Les conditions météorologiques annoncées pour la traversée du golfe de Gascogne sont dures et la course ne fait que commencer. Elle est prévue 11 jours pour parcourir 3200 milles. Et puis encore cette victoire du Hollandais Lamberg aux 20 km de Paris. C'est de la course à pied. Il devance le Gallois Bishop et le Français Alex Gonzalez. Les 3 premiers ont couvert la distance en 59 minutes et un peu plus d'une trentaine de secondes. Les 24 496 autres participants ont fait de leur mieux. Voilà, on va passer maintenant au tiercé, résultat du tiercé qui se courait cet après-midi. Voici les résultats, le 15, le 3, le 9. Vous voyez les rapports s'inscrire sur votre écran. Et puis une magnifique image avant de passer à la météo. Cette magnifique image concerne les championnats internationaux de parachutisme qui ont eu lieu à Saint-Tropez aujourd'hui. Vous allez voir un exploit de l'équipe de France, voile contact. Pour la première fois au monde, en effet, un parachutiste se retrouve la tête en bas et sa voile sous la tête, comme vous le voyez parfaitement sur ces images qui sont beaucoup plus claires que mes explications. Mais je ne suis pas un spécialiste et l'équipe de France est championne du monde de cette spécialité. Tout le monde est arrivé à bon port au sol. La météo, mais juste avant de rappeler que le beau temps est revenu, mais qu'il reste encore 150 000 foyers bretons encore privés d'électricité ce soir, malgré les efforts de l'EDF. Tout devrait rentrer dans l'ordre au début de semaine. José. Et oui, tout à fait. Alors tout doux demain, tout doux, c'est le retour au calme, il fera beau. Donc voici tout de suite une carte très ensoleillée que je vous propose pour demain, surtout sur toute la moitié est du pays. Attention, il faudra attendre un tout petit peu. Effectivement, les brouillards seront nombreux, ils seront denses, donc surtout sur l'est. Sur l'ouest, sur toute la moitié ouest, quelques nuages, mais des cirrus. Des cirrus, ah, nous voyons la photo satellite. Bon, effectivement, vous allez voir que les nuages vont défiler d'ouest en est. Ceux que vous voyez sur l'ouest d'ailleurs vont progresser vers l'Europe du Nord, si bien que nous ne serons pas atteints demain. Donc tout de suite la carte. La carte pour demain, je vous le disais, beaucoup de soleil sur l'est, après dissipation du brouillard. L'ouest des cirrus qui sont des nuages de beau temps. Simplement sur la Bretagne, un ciel plus couvert avec des risques d'ondées, voilà, dans la journée. Les températures, eh bien nous continuons à battre des records, mais de douceur bien entendu. Regardez tout de suite
ces températures, j'espère que nous allons les voir. Vous allez voir en tout cas qu'il va faire 16 degrés à Nancy, voilà, Strasbourg, Mulhouse, 19 à Bourges, et sur le sud, un maximum de 24 degrés sur la Corse. Et bien demain, lundi 19 octobre, ce sera la Saint-René. Merci José. Le dernier journal tout à l'heure vers 23h05, c'est Philippe Gassot qui vous le présentera après la finale des chiffres et des lettres. Excellente soirée sur Antenne 2. Au revoir, bonsoir, à la semaine prochaine.